Aujourd'hui, donc, une nouvelle conférence qui on sort un petit peu des habitudes. Jusqu'à présent, on avait traité des gros volumes de données, du traitement du big data, des conséquences, etc. Aujourd'hui, Jean Plain, qui est ingénieur au CNES, va nous parler des changements climatiques et surtout, comme on entend beaucoup de choses, tout et son contraire, va essayer de nous donner ce qu'il appelle des clés de compréhension. Je crois que Jean, tu veux te présenter. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, donc, je travaille au CNES depuis bientôt presque 30 ans. En fait, j'ai travaillé sur les projets d'exploration de la Terre par satellite, ingénieur radio, ingénieur système, etc. Donc maintenant, je suis expert fréquence, c'est-à-dire qu'en fait, au CNES, c'est les satellites. S'il n'y a pas de fréquence électromagnétique, il n'y a pas de satellite. C'est comme votre téléphone mobile. À part que je ne vends pas de téléphone mobile, moi je vends plutôt de la donnée. Disons que je fais en sorte que le spectre électromagnétique soit suffisamment propre pour que les satellites puissent opérer de manière correcte. Alors en fait, je travaille dans le domaine d'exploration de la Terre par satellite, gouvernance transparent dans quel cadre mondial. Et à ce titre-là, j'ai été amené à m'intéresser au changement climatique, puisque j'étais rapporteur d'une question à l'unité Union internationale des télécommunications sur le changement climatique. Nous avons rédigé des recommandations et la plupart des fréquences électromagnétiques sur lesquelles nous utilisons, je dirais, permettent de savoir un peu mieux qu'est-ce qui se passe sur notre planète, qui ne va pas très bien. À partir de là, effectivement, je suis vice-président d'une commission d'études spécialisée dans les fréquences spatiales scientifiques. Effectivement, si vous voulez savoir un peu mieux comment ça marche, effectivement, je vous expliquerai. Et puis également, je travaille au niveau européen sur la préparation, ce qu'on appelle la préparation mondiale de la conférence des radiocommunications. Donc, en gros, effectivement, c'est lié aux fréquences électromagnétiques, mais je m'intéresse effectivement aux fréquences spatiales scientifiques qui ont un lien avec le changement climatique. Donc, voilà. Donc, je propose que nous commençons. Est-ce que ça marche ça ? Oui, voilà. Donc en fait, ici, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le climat, en l'espace de 50 ans, a changé de manière radicale, alors qu'il faut 1 million d'années pour avoir quelques degrés. Et ces changements climatiques observés dans le passé étaient observés sur de très très longues périodes, et nous observons une accélération des changements climatiques. Et je vous montrerai à partir de quelques paramètres qu'on appelle des paramètres géophysiques, c'est-à-dire que je vous expliquerai ce que c'est qu'un paramètre géophysique, la réalité de ces changements. Et mon objectif, c'est pas de vous faire un cours détaillé sur la spectroscopie ou je ne sais quoi, mais effectivement vous montrer comment on peut apporter des réponses, je dirais, comment la science amène des réponses. Donc voici le sommaire. Bon, ne vous effrayez pas. Bon, à partir de là, effectivement, il y a un point fondamental, c'est que d'abord je vous parle du rayonnement. Donc je vais faire un peu de physique. Alors peut-être qu'effectivement, j'espère que vous avez révisé vos équations de Planck et votre thermodynamique, c'est fondamental, et à la fin je poserai des questions, mais à la fin, je vous présenterai quand même les prévisions du GIEC, je vous expliquerai qu'est-ce que c'est que le GIEC, et qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'est pas forcément très bien de vivre dans un monde plus chaud. D'abord, il faut faire la différence entre météo et climatologie. Bon, il y a des présidents américains qui mélangent météo et climatologie, mais la météo, je dirais, c'est à court terme. Quel est le temps qu'il va faire demain, après-demain? En général, au bout d'une semaine, c'est fiable. À partir d'une semaine, c'est moins fiable. La climatologie, on utilise effectivement ces données observées réellement et non pas prédites, et sur une région donnée, et sur une longue période, et à partir de là, on essaie de comprendre ce qui se passe. Donc, alors on va d'abord faire un peu de physique. Alors voici le spectre. Alors, ça démarre effectivement des rayons gamma avec des longueurs d'onde toutes petites mais extrêmement énergétiques jusqu'aux ondes radio, les fameuses ondes radio que vous utilisez pour votre téléphone mobile ou si vous recevez la télévision hertzienne. Et ici, vous avez le spectre visible qui est reçu directement par le Soleil. Qu'est-ce que c'est que l'opacité de l'atmosphère? Alors effectivement, d'abord, ici vous voyez le spectre
visible, c'est cette lumière visible, effectivement, il y a une fenêtre atmosphérique, l'opacité, quand je dis 100%, c'est-à-dire effectivement, heureusement que les rayons gamma X ultraviolets sont bloqués par notre atmosphère, sinon on serait déjà mort. Et puis ici, vous avez ici la lumière visible qui est observable depuis la Terre, c'est grâce à ça que l'on voit. Et puis ici, il y a toute une liaison d'infrarouges thermiques sur lesquels je vais m'appesantir. Et puis après, ici, il y a une espèce de blocage avec des longueurs d'onde, je dirais, plus grandes que la lumière visible, mais qui bloquent tout. Et ici, les ondes radio qui sont observables depuis l'espace. Donc effectivement, c'est là qu'effectivement tous nos téléphones mobiles et les satellites fonctionnent. Il y a une très grande bataille mondiale pour utiliser ce spectre électromagnétique. Pour les très longues longueurs d'onde, effectivement, il est extrêmement compliqué de communiquer avec les satellites. Et les grandes longueurs d'onde sont bloquées par l'atmosphère. Donc, alors, l'effet de serre, il faut savoir que c'est un phénomène naturel. Sans effet de serre, on ne serait pas là. Effectivement, si l'atmosphère, la principale source d'énergie, c'est le Soleil. Effectivement, dans le système solaire, notre étoile, c'est le Soleil. Et j'expliquerai pourquoi on est chauffé par le Soleil. Effectivement, s'il n'y avait pas d'atmosphère, la planète rayonnerait comme un corps noir et on aurait un spectre de fréquence continue et une loi de Planck. Mais effectivement, le modèle sans atmosphère est absolument fondamental pour comprendre le modèle avec atmosphère dans lequel nous vivons. Alors, voici la courbe de l'énergie du Soleil. En fait, ceci, c'est typiquement une courbe de Planck, et en fait, c'est le rayonnement d'un corps noir qui rayonne à 5250 degrés Celsius. Et ici, vous avez un maximum. Plus il fait chaud, plus la température va vers le bleu, plus il fait froid, plus la température va vers le rouge. Et ici, vous avez un maximum obtenu et que vous pouvez calculer typiquement par la loi des déplacement de Wien. Donc ce sont des lois archi connues, je dirais, qui ont été découvertes au début du XXe siècle et qui ont été, je dirais, validées, vérifiées par des observations satellitaires. Alors, l'effet de serre, c'est effectivement, comme je vous dis, effectivement, il y a un rayonnement solaire. Et la Terre reçoit 1368 watts par mètre carré. C'est ce qu'on appelle la constante solaire. Ce chiffre-là, vous pouvez le retrouver par le calcul, vous pouvez très bien retrouver ça très bien sur Internet. Mais par contre, compte tenu du fait que c'est global au niveau de la Terre, mais comme la Terre, à l'instant T, le Soleil ne voit pas la totalité de la Terre, au sommet de l'atmosphère, il ne voit que le quart. 342 watts par mètre carré. Il faut tenir compte du fait qu'une fraction du flux solaire est renvoyée par l'espace. C'est ce qu'on appelle l'albédo. L'albédo, c'est le rapport entre l'énergie incidente et réfléchie. C'est le fameux effet parasol. Quand vous êtes sur la plage, vous mettez votre parasol, donc une partie de l'énergie est réfléchie vers l'espace, enfin vers l'atmosphère. Et en réalité, bon, pour grosso modo, effectivement, c'est une approximation, mais pour notre modèle, c'est environ 30%, donc 0,3. Après, donc, le flux de rayonnement solaire, en réalité, converti en chaleur dans le système, c'est par moins informe, donc on est à 235 watts par mètre carré. Alors maintenant, vous prenez une Terre sans atmosphère, vous prenez des lois classiques de la thermodynamique, sigma TE carré, avec la fameuse constante de Boltzmann, effectivement, vous trouvez une Terre invivable à moins de 18 degrés Celsius. Après, si vous prenez un modèle simplifié, qui a entendu un facteur G, mais effectivement qui est tout à fait représentatif, ces chiffres-là peuvent être obtenus par d'autres types de calculs. Vous avez une équation, ce qu'on appelle l'équilibre thermodynamique, avec G, effet de serre normalisé, qui est sur la Terre, qui vaut 0,39. On verra sa valeur sur d'autres planètes du système solaire. Donc ici, on est à 15 degrés. Donc ça veut dire, ouf, on peut vivre. Donc ça veut dire que, mais c'est un modèle ultra simplifié, mais qui est bien représentatif, qui est très utilisé pour montrer l'effet de serre. Mais on va détailler ça de manière plus précise. Donc c'est quoi la chimie de l'effet de serre? En fait, vous avez dans l'atmosphère des composés gazeux qui absorbent le rayonnement infrarouge émis par la surface terrestre. En réalité, ce qui se passe, c'est que vous recevez
On reçoit de la lumière visible du Soleil, mais en réalité, après, la Terre qui est chauffée réémet de l'infrarouge thermique. Et cet infrarouge thermique qui est bloqué par l'atmosphère. Et c'est ça l'effet de serre. Parce que dans notre atmosphère, nous avons de l'oxygène, du diazote, de l'argon, qui sont des composants de l'atmosphère terrestre, mais ce ne sont pas des gaz à effet de serre. Parce qu'ils ont une structure atomique qui est trop simple. Un gaz est dit à effet de serre s'il comporte au minimum 3 atomes par molécule. O2 ça ne marche pas, H2O ça marche parce qu'effectivement CO2 ça marche, méthane, CH4 ça marche, protoxyde d'azote, ozone et les fameux gaz fluorés qui ont des pouvoirs réchauffants absolument ahurissants dont je vous parlerai. Donc en fait, s'il y a au moins 3 atomes par molécule, ou à partir du 2, ce sont des atomes différents, alors là, ce sont des gaz à effet de serre. Donc les gaz à effet de serre rendent opaque l'atmosphère. Une opacité toute relative, car nous sommes sur la Terre, on n'est pas sur la planète de Vénus, où là on a un effet de serre quasiment maximal. Vénus est un enfer. Mais c'est absolument fondamental de comprendre que les gaz à effet de serre fonctionnent de cette manière-là. H2O, c'est un gaz à effet de serre. L'eau, effectivement, s'il y a des nuages, effectivement, on voit bien qu'effectivement, c'est un gaz à effet de serre. Mais en réalité, on enlève de la compatibilité carbone, parce que la durée de vie, c'est quelque chose. Mais j'y reviendrai. Donc, en fait, ce qu'on voit ici, la transmission des gaz à effet de serre, ça c'est un récapitulatif. Vous avez ici l'eau, le dioxyde de carbone, O2 ou O3, et NO2. Et effectivement, vous voyez que par exemple dans l'eau, sur l'eau, effectivement, ici l'échelle, ce sont des micromètres. Ici, vous avez un récapitulatif de la totalité. Donc malheureusement ici, je n'ai pas trouvé le NH4, mais vous avez d'autres, j'imagine d'autres représentations. Vous avez ici, quand c'est à 100%, ça veut dire que c'est absorbé, les rayonnements électromagnétiques sont absorbés par l'atmosphère. Et à partir de là, si ce sont des GES, des gaz à effet de serre, à ce moment-là, effectivement, ils sont bloqués par l'atmosphère. Alors, s'ils sont en quantité normale, effectivement, à ce moment-là, comme il y a des millions d'années, comme je dirais avant au XVIIe, au XVIe siècle, XVIIIe siècle, avant 1850, je vous expliquerai pourquoi 1850 ou 1950, à ce moment-là, effectivement, il n'y avait pas d'amplification de l'effet de serre. Grosso modo, ce qu'il faut savoir, c'est que l'atmosphère contrôle le climat, mais ce sont les radiations qui contrôlent l'atmosphère. En fait, les radiations qui viennent du Soleil. Et nous, l'humanité, je dirais, a injecté tellement de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, qu'elle a bloqué tellement dans l'atmosphère, effectivement, qu'on est arrivé à modifier sensiblement le climat. Donc essentiellement, le climat, c'est une affaire de rayonnement électromagnétique, de spectroscopie, et puis d'analyse de données, de manière simplifiée. Donc le piégeage du rayonnement infrarouge, c'est qu'en fait, vous avez vu qu'effectivement que l'atmosphère est transparente au rayonnement visible entre 0,4 et 0,7 microns, mais elle est opaque pour l'ultraviolet et surtout pour ce qu'on appelle l'infrarouge thermique, c'est-à-dire qu'on est au-delà, c'est la fameuse courbe qu'on a vue, au-delà des 0,7 micromètres, et le rayonnement visible est absorbé par la surface terrestre et puis il chauffe la surface. La surface donc émet de l'énergie vers l'espace sous forme de rayonnement infrarouge absorbé par les GES qui réémettent à leur tour du rayonnement infrarouge vers la surface. Et je vous montrerai tout le processus qui est mis en œuvre. Alors en réalité, ce qui se passe, c'est que ce rayonnement chauffe les molécules de gaz de l'atmosphère et dans toutes les directions. Et ça, en réalité, statistiquement, il y a 50% de rayonnement qui est réémis vers la Terre et 50% qui est réémis vers l'espace. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, il y a certes opacité de l'atmosphère, mais il n'y a pas opacité totale. On n'est pas sur la planète de Vénus. Et en fait, ici, vous voyez ici, dans la troposphère, jusqu'à 10 km d'altitude, la stratosphère au-delà de 10 km d'altitude, je vous présenterai une coupe globale de l'atmosphère parce qu'on parle d'atmosphère, d'espace, etc. Mais qu'à un moment donné, il faudra quand même fixer les idées. Qu'est-ce que l'atmosphère? Où commence l'espace? Où finit l'atmosphère? Donc effectivement, on voit bien CH4, O3, CO2, et ce qu'on appelle fenêtre de l'infrarouge. Fenêtre de l'infrarouge, c'est tout simplement un passage où l'infrarouge thermique peut s'échapper vers l'espace. Ce qu'on appelle fenêtre électromagnétique
dans le domaine des fréquences, c'est un espace où, effectivement, où on peut travailler, où les rayonnements électromagnétiques ne sont plus opaques à l'atmosphère. Donc ici, c'est un zoom sur la partie en fait, qui nous intéresse. Ici, effectivement, c'est le domaine visible, donc effectivement, on a une fenêtre à absorption 0. Ici, absorption 100%, puisque les rayonnements nocifs qui viennent de l'espace. Et puis ici, je dirais parfois, ça dépend, je dirais des caractéristiques spectrales des composés gazeux de l'atmosphère, parfois une opacité de 100%, parfois non. Donc, essayons de faire un bilan radiatif, comme ça vous aurez des idées. 1368 watts par mètre carré, c'est ce qui vient directement du Soleil, donc ça se calcule. 342 watts par mètre carré, comme vous avez vu, ça se calcule. Il y a 102 watts par mètre carré qui sont réfléchis par l'atmosphère, ça c'est l'effet de l'albédo. Et en réalité, il y a 79% qui sont réfléchis par les nuages d'atmosphère et 23 watts qui sont réfléchis par les surfaces. Donc ça veut dire qu'il y a 240 watts qui vont sur la Terre, il y a 78 watts qui sont absorbés par l'atmosphère et 162 watts qui sont absorbés par les océans et les continents. Donc ça, effectivement, ça c'est dans le meilleur des mondes. Ça veut dire qu'on n'a rien modifié. On ne prend pas la voiture, on ne prend pas l'avion, etc. Donc, et l'effet de serre global, c'est G sigma TS4. Le fameux G, le fameux paramètre caractéristique de l'atmosphère, sigma le critère de Boltzmann, TS égale 15 degrés, on a 150 watts. Alors là, il y a un terme que vous sachiez, on ne parle pas d'effet de serre, mais on parle de forçage radiatif. C'est-à-dire qu'on force le climat est forcé grâce aux radiations électromagnétiques du Soleil radiatif. Donc là-dessus, dans ces deux mots, dans ce terme simple, vous pouvez remplacer effet de serre par forçage radiatif et vous avez déjà compris globalement un fonctionnement détaillé du climat. Et pourquoi on est ici? Alors le principe du forçage radiatif, pour vous expliquer l'infrarouge, etc., c'est qu'effectivement, il y a 150 watts qui sont réunis, mais il y a 75 qui sont réfléchis, 75 qui sont envoyés vers l'espace, etc., etc. Donc si vous faites la somme de tout ça, eh bien, vous tombez sur 150 watts par mètre carré. Donc 150 watts par mètre carré, c'est le forçage radiatif correspondant à l'effet de serre naturel, sans modification par l'homme. Il y en a 90, puisque les fameux 240, dont on a parlé précédemment, qui repartent à l'espace sans participer à l'effet de serre. Donc maintenant, on va se concentrer sur la modification de ces 150 watts par mètre carré. Et nous allons voir pourquoi le climat est modifié. Donc pour cela, il faut s'intéresser aux propriétés chimiques et entre autres propriétés de ces gaz à effet de serre. Donc en fait, excusez-moi, mais il fait chaud à faire ça. Alors en fait, on parle souvent de potentiel de réchauffement global. C'est-à-dire que, encore une fois, l'eau H2O est un puissant GES, mais une durée de vie de quelques jours, donc on n'en tient pas compte. Donc on parle d'équivalence CO2. C'est un potentiel de réchauffement global. C'est que pour le CO2, il vaut 1 et dure 100 ans. Donc, c'est la contribution instantanée au réchauffage d'un GES. L'émission d'un gramme des GES ayant un PRG, un pouvoir de réchauffement global de X, correspond à X grammes de CO2. Lorsque vous entendez parler qu'effectivement que la France, par habitant, grosso modo aujourd'hui, c'est 10 tonnes par habitant par an en moyenne par personne de CO2, eh bien c'est basé sur tous ces calculs. C'est l'équivalent kilogramme du CO2. Alors il y a deux types de forçage. Le forçage radiatif positif, ça veut dire que c'est positif, c'est pas bien, ça veut dire qu'effectivement il y a un effet de serre, c'est soit dû par l'homme, soit une augmentation de l'activité solaire, mais on verra dans quelle mesure le soleil intervient ou pas, ou l'albédo est diminué, parce qu'encore une fois, tout ça, ce sont des valeurs moyennes, il y a tout un tas de personnes qui sont penchées en fonction des orbites de la Terre, de je ne sais quoi, effectivement, tous ces paramètres-là peuvent varier. C'est positif. Négatif.
le Pinot Hugo, lorsqu'il y a un volcan, par exemple au 19e siècle, je crois qu'il y a un volcan en Indonésie, par là, qui est explosé. Pendant un an, ça fait les aérosols issus de l'explosion du volcan ont créé pendant un an des aérosols et l'humanité a souffert pendant un an, une bonne partie de l'humanité a été prise pendant un an de soleil. Donc ça, c'est un forçage négatif. Mais bon, c'est les fameux centres volcaniques. Donc il y a un forçage positif, on augmente l'effet de serre de façon je dirais, artificielle ou pas, et négatif, eh bien je dirais c'est les volcans ou d'autres phénomènes qui modifient ça. Donc en fait, ce qui est important, c'est que ça dépend des concentrations, le PRG. Le PRG du méthane, c'est 28. Alors que le CH4, j'expliquerai, le CH4, c'est le méthane. Le SF6, le fluor, c'est 22 800. Donc en fait, c'est absolument gigantesque et ça dure des siècles. Donc en fait, c'est une durée de vie de siècles. Je crois que c'est lié, je ne suis pas chimiste de formation, mais je pense que c'est lié à tout ce qui est frigorifique, etc. Donc là, c'est absolument catastrophique. C'est 22 800. Heureusement, il y en a très peu, mais il suffit d'en avoir quelques-uns pour tout faire travailler le système. Alors, les paramètres de forçage, la durée, c'est cumulé sur 100 ans. Donc le CO2, c'est 1. Alors ça c'est les pourcentages là, ils sont donnés pour avant qu'on passe à 400 ppm. Donc c'était dans les années peut-être 2010 par là, parce qu'effectivement on était en 390. Donc déjà, vous voyez les 150 watts là, il y avait déjà plus 1,66 watts par mètre carré, déjà avec 390 ppm. J'expliquerai ce que c'est plus tard, que les ppm, parties par million. Là c'est la concentration c'est la mesure de la concentration d'un gaz à effet de serre. Le méthane, c'est 28, cumulé sur 100 ans. Mais si sur 20 ans, c'est 84. Et effectivement, 0,48 pour 2,7 ppm. Donc le protoxyde d'azote, c'est 298. Effectivement, là, c'est impressionnant. C'est 22 800 l'hexafluorure du soufre, et ça dure des siècles. Ça dure 3200 ans. Donc voilà. Alors l'ozone, je n'ai pas les chiffres du PRG cumulé. Enfin, je n'ai pas résolu les chiffres. Et voilà un petit peu là. Donc ce qui est important, c'est que surtout on va se concentrer sur le CO2 et le méthane. Donc là, effectivement, on a des proportions significatives. 57% de proportion pour le dioxyde d'azote et 75% pour le méthane. Donc la vapeur d'eau, c'est juste effectivement pour vous rappeler effectivement que c'est un puissant gaz à effet de serre, mais son influence est très faible parce que sa durée de l'atmosphère n'est que de quelques jours. Effectivement, c'est absolument fondamental. Sans vapeur d'eau dans l'atmosphère, effectivement, on aurait de véritables problèmes, mais effectivement, nous n'en tenons pas compte. Le CH4 vient essentiellement des sédiments, des rizières, des charges d'ordures et aussi de l'agriculture. Les volcans de boue, les zones oxygénées, la biomasse, et effectivement j'expliquerai quelques phénomènes assez bizarres qui se passent dans la Sibérie, en Sibérie. En 1971, on pensait qu'il n'avait strictement aucune importance. Et puis quelques années plus tard, ah oui, c'est très important. Voilà, donc, depuis, on constate une rapide augmentation des concentrations de CO2 et CH4 depuis la période, ce qu'on appelle la période pré-industrielle. La période pré-industrielle, c'est 1850. Il y a, je dirais, dans les courbes qui sont présentées par le GIEC ou par les agences spatiales, généralement, il y a deux dates qui sont retenues. C'est le début de la période pré-industrielle, 1850, et puis un effet de seuil, à partir duquel, effectivement, les courbes augmentent, commencent à s'affoler, c'est 1950. Mais c'est fonction de chaque phénomène. Il y a un autre phénomène, effectivement, comme je vous ai parlé, dans la rétroaction positive, c'est la fluctuation des tâches solaires. En réalité, ce que nous constatons, c'est que la constante solaire varie très peu. Les tâches solaires sont représentatives de l'activité du Soleil. Plus il y a de tâches solaires, effectivement, plus effectivement on peut avoir des variations significatives du rayonnement solaire sur la Terre. Et je vous expliquerai effectivement, lorsqu'on parlera de la magnétosphère, des éruptions solaires significatives qui ont des impacts sur notre vie. Mais ce qui est important, c'est que
les fameux 1368 max que l'on voit, en fait, on voyait bien que ça varie très très peu. Et bien entendu, ces chiffres-là sont vérifiés par le calcul et aussi par les satellites qui peuvent vérifier la constance solaire. Depuis 1750, à partir de 1750, on mesure les tâches solaires, le fameux cycle de 11 ans. Donc, bon, après, il faut compléter ici, mais on voit bien que c'est assez régulier. Alors, ici, effectivement, on a quand même, dans les observations qui commencent à 1750, on suppose ici qu'effectivement, au niveau, dans les années, au niveau du XVIIIe siècle, on a un minimum, et ça correspond au petit âge glaciaire sous Louis XIV notamment, effectivement, et on constate grosso modo un refroidissement, une activité solaire très calme. Et si on va encore beaucoup plus bas, effectivement, vers le Moyen-Âge, on constate un optimum, ce qu'on appelle un optimum médiéval. Alors, on va essayer de faire un premier bilan sur ce qu'on appelle donc le forçage radiatif. Alors, en 2005, on était en tout à 1,6. Parce qu'en fait, il y avait beaucoup de CO2, beaucoup de CH4. Tout ça, c'est des forçages positifs, mais également, il y avait des forçages négatifs. Puisqu'effectivement, il y avait de l'albédo, de l'effet direct, effectivement, et puis certaines utilisations liées à l'albédo sur l'utilisation des terres émergées. Donc en 2005, on était à plus 1,66, et en 2011, alors là, on dépasse 2, on est à 2,3, 2,2, 2,3. Donc en l'espace de quelques années, on a augmenté significativement la part du CO2 et du CH4, bien entendu, avec toujours l'impact négatif lié aux aérosols. Alors, l'atmosphère, c'est quoi? Alors, avant de parler d'atmosphère, on va voyager un peu, on va aller sur la planète Mars, parce qu'en fait, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais en fait, on est vraiment très très intéressé, les gens spatiaux, on est vraiment très très intéressé par ce qui se passe sur notre planète Mars, sur la planète Mars. Parce qu'en fait, elle est assez similaire à la nôtre, à part qu'elle est à la frontière de la zone habitable dans le système solaire, c'est-à-dire beaucoup plus éloignée que nous sommes du Soleil. La distance entre Terre et Mars est entre 54 et 250 millions de kilomètres. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, Mars n'a pas de champ magnétique global. Elle a été formée en même temps que la Terre, avec 4,5 milliards d'années. Et aujourd'hui, il n'y a pas de tectonique des plaques. Et aujourd'hui, il y a une fine couche de gaz qui entoure Mars. Il y a beaucoup de CO2, mais en fait, comme l'atmosphère est extrêmement ténue, il y a peu d'impact sur l'effet de serre. Et je vous expliquerai pourquoi. Enfin, vous allez comprendre pourquoi je vous parle de la planète Mars. Et vous voyez beaucoup de CO2, mais alors le fameux paramètre G sur la Terre, il valait 0,39. Sur Mars, c'est 0,07. Bon, sur la Lune, il n'y en a pas, c'est 0. Et Vénus, c'est quasiment 1. Donc il y a un effet de serre absolument énorme. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la température sur Mars, entre 22 et moins 73 degrés, c'est que comme il n'y a pas très peu d'atmosphère, le sol renvoie la chaleur et la planète se refroidit extrêmement rapidement la nuit. Et notamment, la NASA a envoyé la sonde Maven pour voir qu'est-ce qui s'est passé dans l'atmosphère martienne. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que Mars, la dynamo interne de Mars s'est arrêtée. Elle a perdu son champ magnétique. Si nous existons, si la Terre a conservé notre atmosphère et si nous existons, c'est que la Terre a un champ magnétique parce qu'il y a des mouvements de convection, il y a un champ magnétique créé par la dynamo interne du centre de la Terre. Le problème, c'est que, compte tenu de la taille plus réduite de la planète Mars, il y a eu un effet d'emballement, c'est-à-dire que comme la planète se refroidissait, je dirais, sur la surface de la Terre, à ce moment-là, à l'interne de la planète Mars, la planète s'est refroidie et donc le champ magnétique a progressivement disparu. Cependant, on pense qu'il y a encore sur la planète Mars, il y a un noyau liquide. Nous le saurons bientôt. Mais par contre, ce que nous constatons, c'est qu'effectivement, il n'y a plus de champ magnétique. Bien qu'il y ait une très faible activité, je dirais, tectonique sur la planète Mars, mais qui est très faible et qui ne peut pas créer de champ magnétique.
ce qui se passe, c'est que comme Mars n'est plus protégé par son bouclier magnétique, les ions de la haute atmosphère sont accélérés par le champ magnétique du vent solaire. En réalité, c'est le vent solaire qui expulse les quelques molécules de CO2 et les injecte dans l'espace. Et en fait, si Mars, aujourd'hui, si la planète Mars n'a pas d'atmosphère, c'est parce qu'elle n'a pas de champ magnétique, et compte tenu qu'elle n'a pas de champ magnétique, elle est plus protégée, et donc le vent solaire expulse toutes les molécules qui restaient autour de l'atmosphère. Donc ça explique pourquoi aujourd'hui nous avons encore une atmosphère. Grosso modo, l'atmosphère va jusqu'à environ 100 km. Au-delà de 100 km, on considère que c'est l'espace. En fait, il n'y a aucune définition internationale, aucun traité international n'a écrit, aucun État ne veut écrire qu'à partir de 100 km, c'est l'espace. Donc il y a la stratosphère, pardon, la troposphère, la stratosphère, thermosphère. Ici, effectivement, il y a une inversion de température, ici vers les 50 km, et puis après, ça redescend. Alors après, effectivement, grosso modo, l'explication pour laquelle ce serait 100 km, c'est que c'est une définition qui est fournie par l'Organisation civile de l'aviation internationale, et effectivement qui considère qu'effectivement au-delà de 100 km, il n'y a plus assez de molécules au-delà de 100 km pour sustenter un avion. Parce qu'effectivement un avion ne peut voler, certes il faut des réacteurs, mais effectivement il faut un carburant et aussi des molécules. Bon, il n'y a plus d'oxygène déjà, donc ça pose un problème, et surtout il n'y a plus assez de molécules pour se sustenter. Donc il n'y a que les moteurs fusées qui peuvent fonctionner. Voici un petit peu le fonctionnement, une vue, je dirais, rapide de l'atmosphère. Et bon, la Station spatiale internationale se trouve à 400 km d'altitude, et les satellites d'exploration de la Terre, grosso modo, sont vers les 800 km d'altitude. Donc l'effet du vent solaire, comme la Terre possède un champ magnétique, ici, vous voyez ici les lignes de force créées par l'action du vent solaire sur le champ magnétique. Et ici, vous voyez que, arrivé au niveau du pôle, il y a une espèce de minimum du champ magnétique au niveau du pôle, et ceci explique les aurores boréales observées dans les zones arctiques lorsque le vent solaire est extrêmement puissant. Les ceintures de Van Allen ont été découvertes à l'occasion des missions, avant les missions Apollo, donc en 13 000, 65 000 km. Donc les astronautes de la Station spatiale internationale ne les traversent pas. Mais effectivement, les quelques astronautes qui sont allés sur la Lune vont traverser, ou ceux qui vont aller vers Mars vont être très certainement soumis à des puissances de radiation. Donc je vous parlais de paramètres géophysiques. Donc quels sont-ils? Le CO2, donc on parlait en ppm, c'est parti par million. C'est-à-dire qu'un ppm de CO2, c'est 1 gramme, ça correspond à 1 gramme. 1 gramme de CO2. Et en fait, ici, vous avez ici, en fait, on a passé les 400 ppm juste après 2010. Dans le tableau que je vous ai présenté, c'était 390. Donc c'était avant 2010. Donc ici, on a passé les 400 ppm. Mais en fait, ça a été observé sur le sommet d'Hawaï. Là, effectivement, il y a un observatoire. Et en fait, la question qu'on peut se poser, mais à quoi ça sert on fait ça à Hawaï, mais à Carcassonne ou à Toulouse, est-ce qu'on a la même chose? Ben oui, parce que, en raison du principe de Boltzmann qui veut effectivement qu'il y a diffusion dans toute l'atmosphère de toutes les particules, effectivement, petit à petit, ces 400 ppm, on le retrouve partout dans le monde. Donc il y a la pollution, je dirais la dégradation de l'atmosphère due aux activités humaines, je dirais ceux qui habitent au milieu du Pacifique, même s'il y a très peu de voitures, vont en subir les conséquences. Je dirais, il n'y a pas de... Je dirais, c'est très généreux, si vous voulez, c'est qu'en fait, il y a une répartition uniforme de la totalité des particules de CO2. Alors aujourd'hui, les émissions de CO2, c'est 30 milliards. J'aurais dû modifier ce chiffre. En réalité, aujourd'hui, on est à 34 gigatonnes de CO2 par an. Alors simplement, c'est qu'un steak de 150 grammes, bon, je ne sais pas si vous êtes végétarien, ça fait 7 kg de CO2. Les carburants, ça fait 2,4 kg de CO2.
vous faites 9000 km en avion ou 5000 km en train, c'est une tonne de CO2. Bon, à vous de choisir ce que vous voulez. Et puis effectivement, envoyer des mails, ça coûte cher. Alors ça, ce sont les mesures de DGES. Alors, ceci, donc, c'est le CO2, le CH4, le N2, le N2O. Et effectivement, on constate une variation, je dirais, lissée au niveau du lissage. C'est toujours, je dirais, c'est assez lissé. À savoir qu'effectivement, le CO2, le CH4, le N2O, effectivement, s'accroissent de manière constante. Je dirais indépendamment des uns des autres. Effectivement, suite à l'explication, la première explication initiale sur les gaz à effet de serre. Donc, aujourd'hui, on est juste en dessous, on est à 33, on est peut-être en 2019, on est à 33, 34 gigatonnes de CO2 par an. Donc, un Européen consomme 10 tonnes par an. Quelqu'un qui habite les États-Unis ou le Canada, c'est dans les 20 tonnes. Le Qatar, c'est 40 tonnes. Il fait chaud là-bas, il faut se refroidir. Et l'anomalie en Europe, c'est le Luxembourg. Je crois qu'ils sont à 26 tonnes de CO2 par an. Et puis effectivement, bon, la Chine, alors ici, je pense juste après, voilà. Attendez, peut-être on va revenir. Voilà, je reviens du transparent. C'est que voilà, les États-Unis sont. Donc, ça, c'est le monde, 33 gigatonnes. L'Europe, on est dans les 4. Le numéro mondial, c'est la Chine. Et puis les États-Unis, l'Inde qui consomme beaucoup, et l'Europe et le reste du monde. Donc, on est à 33,3. Pas tout à fait par Canada, on est à 34 gigatonnes. Pardon, attendez, ça, voilà. Donc en fait, au niveau de la source de ces GES, c'est d'abord les transports. On est, alors ça date de 2013. Hein. Bon, je pense qu'on doit trouver des chiffres équivalents. Le premier nombre, c'est les transports. Après, tout ce qui est résidentiel, citoyen commercial, pour se chauffer. L'agriculture consomme énormément. L'industrie manufacturière, l'industrie de l'énergie. Et le traitement des déchets, ça, on revient ça vers la biomasse, le méthane, tous ces aspects-là. Donc en fait, on voit bien qu'entre 1990 et 2013, on voit une augmentation quand même significative des transports, malgré les progrès des automobiles pour consommer moins. L'agriculture aussi, apparemment, fait des petits progrès. L'industrie manufacturière, effectivement, est moins gourmande en énergie. Le traitement des déchets, lui, effectivement, je pense qu'effectivement, a dû faire des progrès parce que les déchets ont augmenté, même si les réjections de méthane ont augmenté, globalement, ils ont quand même diminué sur la quantité. Ceci. Voilà. Alors, ce qui est important de voir, c'est, vous avez ici donc le CO2 en haut, le CH4 en bas, et au milieu la température. Et comme c'est curieux, on a exactement une corrélation parfaite. C'est merveilleux. Donc vous avez l'âge en milliers d'années avant aujourd'hui, donc une corrélation absolument parfaite entre les deux principaux gaz à effet de serre, le CO2 et le CH4, et au milieu de la température. Vous voyez que la température suit parfaitement les évolutions de ces deux gaz à effet de serre. Alors, les différences entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, l'hémisphère nord se réchauffe, comme vous allez voir sur les simulations de la NASA, se réchauffe beaucoup plus rapidement que le reste du monde. Alors en fait, effectivement, ce qui est important de voir, c'est que le zéro, notamment le zéro, en fait, il a été pris justement vers 1950, parce qu'on pense que vers 1950, c'est là, effectivement, il y a eu un point de bascule réellement. Avant 1950, bon, la température était forcément, je dirais, était dans l'équilibre thermodynamique, mais à partir de 1950, alors là, effectivement, il y a eu une explosion des gaz à effet de serre. Alors, l'hémisphère nord se réchauffe beaucoup plus rapidement que l'hémisphère sud. Bon, il peut y avoir tout un tas de raisons, parce que peut-être effectivement il y a beaucoup plus... je pense que c'est parce que quand vous regardez une map monde, bien que le pôle nord soit un océan, il y a quand même beaucoup plus de monde qui habite à l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud. Après, effectivement, ça se compense, comme j'ai expliqué après, mais
l'Arctique se réchauffe à une vitesse absolument diabolique. Alors, les stabilités du climat sur 400 ans, bon, je sais pas, vous avez vu le film d'Al Gore, Une vérité qui dérange, en fait, ici, vous voyez ici, les évolutions, et puis là, vous voyez la courbe qui monte, qui monte, qui monte. Et là, c'est pareil. Et là, vous voyez tout de suite, là, vous voyez, on est ici, donc on est à moins 400 000 ans, avec les différentes cercles glaciaires, et puis subitement, ici, 2009, et puis effectivement, si on ne fait rien, on va voir dans quelle trajectoire on va prendre. Donc on voit bien que, alors les spécialistes de la chimie de l'atmosphère pensent que le seuil de concentration critique est 450 ppm. On y est. On est dans la zone critique. D'après les estimations du GIEC, si on ne réagit pas d'ici 10-11 ans, on risque de prendre une trajectoire que je vais vous expliquer dans la suite de l'exposé. Donc l'évolution des températures, je vous ai parlé de petit âge glaciaire du XVIIIe siècle, effectivement, il y a la période médiévale. Donc ici, vous voyez, c'est un zoom sur des températures. Alors effectivement, à cette époque-là, il n'y avait pas de thermomètre, mais on est parfaitement capable, en regardant, faisant des carottages dans les glaces de l'Arctique ou de l'Antarctique, à savoir effectivement ce qui s'est passé en regardant les arbres, en regardant la biosphère. On sait exactement, on a quand même les géologues ont une très bonne idée de savoir quelles étaient les températures il y a longtemps. Alors, l'évolution des températures. Alors, si je trouve. Voilà. Voilà. Donc en fait, ce qu'on peut observer, c'est en fait ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, à partir des années 50, il y a un seuil qui commence à être franchi, et là, les températures commencent réellement à décoller. C'est pour ça que l'année 1950 est souvent utilisée comme point de bascule, point de référence pour les courbes du climat. Alors, après les glaces de l'Arctique, vous voyez à gauche en septembre 1979, et puis en septembre 2003, la visualisation de la perte de glace. En fait, les Esquimaux, effectivement, même si on a l'impression qu'il y a autant de glace, en réalité, elle est beaucoup plus fine à la fin de l'été, et ça remet totalement en cause le mode de vie des populations nomades dans cette partie du monde. Alors ici, effectivement, vous voyez une autre représentation de la chute de la surface en millions de kilomètres carrés, puisque les années 80, c'était 7 millions, donc là en 2012, il y avait un minimum à 3 millions de kilomètres carrés, il y a une réelle chute. Donc il y a, grosso modo, il y a perte de 11%, donc l'épaisseur de la glace est beaucoup plus fine. Ce qu'il faut savoir, c'est que si la glace fond, en raison d'Archimède, puisque la poussée exercée par un corps est égale à la conséquence sur la hauteur de la mer, sur la hauteur de l'eau, n'a aucune influence sur le niveau de mer. Le Groenland a perdu 30% de sa glace en 30 ans, et si l'Antarctique fondait, c'est plus 60 mètres, et le Groenland, c'est 7 mètres. Alors maintenant, la montée des océans.
Alors, ce qu'on observe immédiatement en regardant cette courbe, c'est la répartition inégale de l'augmentation au niveau de la mer. Effectivement, en Méditerranée, c'est beaucoup plus élevé. La bande de l'équateur est extrêmement soumise à la montée des océans, et je vous montrerai des exemples précis. Et au niveau du Groenland, naturellement, dans le nord, vers les pôles, dans le nord notamment, il y a une augmentation significative du niveau de la mer. Donc c'est la variabilité de l'évolution, effectivement, donc, notamment au niveau vers l'Australie, vers le Pacifique, pas trop la Méditerranée, mais la Méditerranée est pas mal affectée par la montée des océans. Alors en fait, on va essayer de faire un bilan. Donc, alors 3,3 mm par an, on va dire, c'est rien du tout. Mais si, ça fait beaucoup. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on regarde, alors pourquoi j'ai parlé de la période à partir de 1992-1993, parce que c'est à partir de cette date qu'on a commencé à avoir des satellites ultra précis, avec une précision centimétrique. Donc en fait, c'est pour ça qu'en lissant des milliers de données, on est capable d'atteindre le millimètre, et le millimètre, ici, a une véritable valeur scientifique. Il y a d'abord l'expansion thermique, c'est le premier principe de la thermodynamique. Plus il fait chaud, plus le volume occupé par un liquide, quel qu'il soit, prend de la place. Après, les calottes et les glaciers et les calottes polaires, effectivement, c'est assez important. Mais aujourd'hui, le Groenland et l'Antarctique commencent sérieusement à fondre. Grosso modo, on est dans les à plus d'estimation près, on est assez en accord entre la somme fournie par les différents postes et l'observation satellitaire. Mais bien entendu, ces chiffres-là, si on continue, je vous dirai comment, effectivement, ces chiffres-là ne feront qu'augmenter. Vous avez vu une large bande rouge au niveau de l'équateur, vous avez entendu parler d'El Niño. Alors, El Niño, ce n'est pas quelque chose qui est lié au changement climatique. Ça existe depuis des millénaires, des centaines d'années, mais simplement, ce qu'on peut dire, c'est que le changement climatique accélère le phénomène El Niño. C'est-à-dire que dans un monde normal, c'est-à-dire une année normale, ça veut dire qu'il y a les vents qui s'ouvrent vers l'ouest depuis la côte de l'Amérique du Sud vers la côte ouest de l'Australie. En année El Niño, à ce moment-là, il y a subitement renforcement des vents, et bien la couche d'eau chaude monte et des pluies diluviennes se produisent dans le Pérou et dans l'Équateur, et une sécheresse extrême se produit vers l'Australie. Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, le El Niño, je parlerai effectivement de l'influence du changement climatique sur les ouragans. Quelle est la situation actuelle, suivant les spécialistes, mais le phénomène El Niño est accentué, je dirais sa virulence est accentuée par le changement climatique. Il y a eu deux phénomènes El Niño catastrophiques en 1997 et 2015, effectivement. Et là, on voyait effectivement toute cette observation satellitaire, bien entendu, des variations d'anomalies. Effectivement, si on se dirige vers la côte ouest de l'Australie, effectivement, il y a beaucoup moins d'anomalies. Aujourd'hui, là, c'était au mois d'avril, il y a 15 jours, 3 semaines, voilà la situation dans le Pacifique Sud. Bon, d'après les spécialistes, la probabilité pour qu'un événement El Niño dans les mois qui viennent est faible, et on ne sait pas trop ce qui va se passer à la fin de l'année. Alors, la fonte de l'Antarctique, je sais peut-être accélérer parce qu'effectivement, il est important de passer aux prévisions du GIEC. Donc, vous permettez. Donc, l'Antarctique fond, aussi. Alors, ça, cette courbe est importante parce que ici, ça c'est juste les précisions satellitaires. Tout ce qui a été fait de là jusque-là, ça a été fait avec des marégraphes, ce qu'on appelle des marégraphes, c'est-à-dire des instruments terrestres qui mesurent l'évolution des marées, et on est parfaitement capable de prédire. Si ça monte de 4 mètres, vous voyez donc les zones inondées. Si on monte de 5 mètres, bon, alors les Pays-Bas ont des sérieux problèmes. Et 84 mètres, c'est-à-dire que là, alors tout fond. Alors là, effectivement, les Anglais, c'est le Brexit, hein, il n'existe plus. Alors, comment mesure-t-on les paramètres climatiques? Grosso modo, il y a 50 paramètres climatiques et 26, oui. D'après vous, est-ce que El Niño s'est déplacé par rapport à cet effet de... Vous avez posé la question? C'est déplacé par rapport à quoi? Au changement climatique, à la variation des climats, est-ce que El Niño est toujours en place?
ou s'est déplacé vers il est toujours en place géographiquement, mais simplement c'est que les spécialistes constatent que ces effets, au même titre que les ouragans, sont beaucoup plus amplifiés. L'augmentation de l'amplitude des ouragans, des phénomènes extrêmes. Et ça, je vais en parler, effectivement. Par rapport au déplacement, tout ça. Par rapport au déplacement. Et je vous montrerai d'autres effets inattendus d'El Niño ou des phénomènes. C'est comme variable climatique, il y en a 26 qui sont observables uniquement par satellite. Donc toutes les raies spectrales dont j'ai parlé sont toutes observables par satellite, par spectroscopie. Donc ce sont les satellites des US de la NOAA, donc j'expliquerai un peu mieux. L'altimétrie satellitaire, c'est qu'est-ce que c'est? Alors toutes les mesures précédentes que je vous ai montrées, en fait seulement ce sont des satellites où il y a des radars ultra précis. Des radars avec tout un tas de sophistication qui permet de savoir où se trouve au inférieur du centimètre près le satellite. Donc aujourd'hui, là, depuis Jason 2 jusqu'à Sentinel 3B, ce sont la totalité des satellites en opération aujourd'hui dans le monde. La plupart sont fabriqués c'est CNES essentiellement et ESA, Agence spatiale européenne. On est capable de mesurer l'humidité des sols et la salinité des océans, puisqu'effectivement, si on injecte beaucoup plus d'eau claire, je dirais non salée, dans l'océan, il faut savoir si oui ou non il y a une influence dans la mer. Et effectivement, on est capable de faire ça en regardant l'arrêt d'absorption de l'oxygène, de l'hydrogène, à 1,4 GHz. Donc ça, c'est la salinité des océans en 2010 et l'humidité des sols en février, la même époque. Mais en fait, j'ai faute de temps, mais on est parfaitement capable de voir que les périodes de sécheresse qu'il y a eu en France métropolitaine et les inondations qui ont eu lieu en Australie suite de la Niña, ou bien les inondations qu'il y a eu en Floride, SMOS a été utilisé pour suivre les évolutions du climat. On est en train de faire également Microcarbe, qui est un satellite qui va mesurer le CO2, et Merlin, le CH4. Alors, juste, ça c'est assez important pour savoir qui fait quoi. En France, on dépense 39 € par an et par habitant. Et en fait, cet argent sert à la fois au budget spatial français et au budget européen, l'ESA. Aux États-Unis, c'est 50 € par an et par habitant. EUMETSAT, c'est l'agence météorologique spatiale européenne qui fournit des satellites météo. Et en fait, donc ça c'est le budget de Météo France, ministère des Transports. Aviso, CNES, CLS, etc., ce sont des sociétés un peu régionales qui traitent les données altimétriques. Le CESBio s'intéresse à la biosphère continentale, effectivement s'intéresse au satellite SMOS, et le LEGOS, effectivement, travaille également sur l'océanographie spatiale. Europe, ce sont la plupart des agences spatiales, la NASA, la NOAA, qui est souvent moins connue que la NASA, c'est un super Météo France METSAT. C'est-à-dire qu'à la fois, ils ont une flotte de satellites géostationnaires et non géostationnaires, ils font tout un tas de mesures, et ils collaborent avec tout le monde entier. La Chine, le Japon et l'Inde sont des parties prenantes de plus en plus importantes. Enfin, au niveau international, l'UIT attribue les fréquences au niveau mondial. C'est une agence spécialisée de l'ONU basée à Genève. L'Organisation météorologique mondiale, WMO, est aussi basée à Genève. Et le GIEC, en réalité, ce sont des experts qui sont un peu partout répartis dans le monde, IPCC en anglais, et qui travaillent et qui ne font pas de recherche, mais qui font de la compilation de centaines d'articles de recherche, chacun dans son domaine. Il y a plusieurs chapitres dans leur dernier rapport du GIEC. Les rapports du GIEC, en général, ce sont des milliers de pages. Donc en fait, ce qui est important, c'est ça. En fait, je pense que ce que je sais retenir, c'est ça. Ce sont 4 scénarios, d'évolution qui ont été prévus par le GIEC. Alors, donc ça, on est en 2019, donc on est par là, on n'est pas loin de... On est ici, donc on est dans ces zones-là. On avait dit combien? 33 gigatonnes. Bon, on y est là. Donc c'est la courbe rouge. Donc si on continue comme ça, on va aller... Alors j'ai pas d'échelle, mais en fait, on va finir à 3,2, 5,4 mètres et on va avoir 1000 ppm.
Donc c'est génial, on ira à la plage tous les jours. Et puis ici, après sinon, si au bout de, si dans 20 ou 30 ans, on est l'économie décarbonée, alors là, effectivement, on est sur une voie descendante. Donc entre les deux, ils ont défini deux modèles. Alors RCP, c'est le représentatif, en fait c'est la densité, le chiffre qui est là, 6 c'est les watts par mètre carré. Donc en fait ici, on est à un CNO de 2,6 watts par mètre carré, en considérant que ici, au bout d'un certain temps, on est dans une civilisation totalement décarbonée. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, ici, on passe en dessous de zéro. On n'émet plus de CO2, on n'émet plus de CH4. Donc on est une société totalement décarbonée. On va au travail à vélo. Après, pour aller à la numérique, on se débrouille. Et puis après, effectivement, il y a des scénarios intermédiaires, 4,5 watts, 6 watts. Effectivement, mais aujourd'hui, malheureusement, j'ai l'impression que nous sommes sur la trajectoire de 8,5 watts par mètre carré. Et nous verrons les conséquences juste après sur le niveau de la mer. Donc, et là, c'est entre 0,9 et 2,3 degrés, entre 1,7 et 3,2, donc 3,7, et ça va jusqu'à 5,4. Donc ça, c'est le résultat des cogitations du GIEC par rapport à des milliers d'articles. Et ici, en termes de niveau de la mer, là, on est à 1 mètre. Voilà, à la fin du siècle. Mais en fait, les 60 ou 80 mètres dont je parlais, en réalité, il faudra quand même de nombreuses années avant de les atteindre. Mais on y travaille, parce qu'en fait, si elle continue comme ça, par contre, il y a une condition nécessaire, c'est que les réserves fossiles soient en quantité illimitée. Est-ce qu'on est ici, aujourd'hui, donc on a beaucoup de pétrole, etc., c'est génial. Pour aller au pôle Nord soit libre de glace en été, il y a plein de pétrole sous le pôle Nord, donc très bien, mais à condition qu'il y ait suffisamment de pétrole, de charbon à faire brûler. Et ça c'est moins sûr. C'est peut-être ce qui va nous sauver. Alors, la notion d'irréversibilité, en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a des simulations qui ont été faites uniquement à partir de 735 ppm, par exemple en 2100, et à ce moment-là, on constate qu'il faudrait en réalité des milliers d'années, pas des milliers d'années, mais des siècles, des dizaines de siècles, avant de revenir à la normale. C'est qu'en fait, si on ne fait pas attention, on a peut-être 5 à 10 ans ou 15 ans, on risque de tomber dans un modèle d'irréversibilité. Non pas ce cas-là, mais dans un domaine d'irréversibilité à plusieurs dizaines d'années, voire plusieurs siècles. Le protocole du Kyoto, vous avez entendu parler. Bon, effectivement, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Ce qui est important plutôt, c'est la COP21, le fameux accord de Paris, où en fait, c'était un traité universel, mais non contraignant. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a aucune obligation légale de quelque nature que ce soit. Bon, ça ne va pas empêcher Trump de le dénoncer, mais l'objectif, c'est objectif, si possible, de 1,5 degré max, ne pas dépasser 2 degrés. Donc aujourd'hui, on est en 1,2 degré. Donc, et le GIEC, l'objectif du GIEC, c'est la fameuse courbe bleue, c'est baisser de 40 à 70% les émissions mondiales d'ici 2050, pour éviter la fameuse notion d'irréversibilité dont je parlais à ce moment-là. Tout devient à ce moment-là incontrôlable. Alors, vivre encore plus chaud, c'est pas forcément les Seychelles tous les jours, mais en fait, la fameuse courbe de Gauss se déplace vers la droite, et pas vers la gauche. Mais en réalité, là, la courbe de Gauss, elle est jolie. Mais en réalité, la courbe de Gauss est complètement déformée. C'est qu'en fait, en réalité, ici, vous avez une augmentation de ici, la partie droite est beaucoup plus fournie, je dirais, n'est pas aussi parfaite. En fait, elle est beaucoup plus déformée. Ceci étant, les événements extrêmes froids seront monnaie courante. Mais effectivement, grosso modo, il y aura quand même une augmentation très significative de déplacement vers la droite de la courbe classique des températures. Alors en fait, la question posée effectivement par monsieur, c'est, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que le nombre d'ouragans de catégorie 4 ou 5 a augmenté significativement. Donc en fait, il y a toujours quand il y a une catastrophe, ah oui, c'est toujours la faute au changement climatique, mais bon, il faut faire attention à ce qu'on dit. C'est qu'en fait, grosso modo, ce que disent les scientifiques, c'est que le niveau extrêmement puissant cyclonique de l'Atlantique Nord, sur l'Atlantique Nord, est une réponse au changement climatique d'origine anthropique.
il y a une relation très forte entre les températures océaniques et la température cyclonique. Il faut les minimums de température, la condition nécessaire pour qu'il y ait un ouragan, c'est qu'il y ait 27 degrés Celsius. Et c'est très rapidement atteint dans le golfe du Mexique aujourd'hui, en été. Alors, il faut savoir que si l'eau se réchauffe, forcément, il y a moins de banquise, il y a plus d'énergie solaire. L'énergie solaire n'est pas réfléchie par les océans, elle est absorbée directement par les océans. Après, au niveau de l'Himalaya et des Alpes, il y a ce qu'on appelle des tsunamis, c'est-à-dire des barrages qui se brisent. Un effet inattendu du réchauffement climatique, c'est la création de cratères dus à la libération de méthane qui explosent. En fait, en Sibérie, il y a des trous énormes qui sont créés suite à l'explosion du méthane, puisque ce sont des endroits extrêmement humides et il y a beaucoup de méthane qui sont diffusés, comme c'est un gaz. Effectivement, ça peut exploser. L'année dernière, ou il y a 2 ans, il y a eu des feux. Bon, ce n'est pas des feux de forêt, mais c'est des feux de broussailles qui ont été détectés par des satellites de l'Agence spatiale européenne. Après, bon, ça c'est plus... c'est ralentissement de vitesse de rotation de la Terre. Enfin, vous ne le voyez pas. Effectivement, des événements de type El Niño ou des grands cyclones, effectivement, des masses d'eau gigantesques qui sont déplacées, peuvent induire l'augmentation du durée du jour. Le voyage en avion, effectivement, les vols est-ouest peuvent être extrêmement plus rapides. Effectivement, je crois qu'il y a un avion New York-Londres qui a mis 5h30. Mais à partir notamment en 2017, il n'y a pas eu d'El Niño, par contre, il y a eu alternance de périodes pluvieuses et sécheresses extrêmes. Donc, à savoir qu'on bascule dans un monde où, par rapport à ce que j'ai présenté, les événements extrêmes, c'est-à-dire les événements violents, ne seront pas forcément plus fréquents, mais encore avec une amplitude beaucoup plus violente. Le coût du dérèglement climatique, voilà, c'est ça. Oui, en fait, Nicolas Stern a chiffré de la Banque mondiale en 2006, a fait un rapport à l'initiative de la Banque du Royaume-Uni. Effectivement, il a chiffré à 5500 milliards d'euros le coût du changement climatique. Donc c'est le principe pollueur-payeur avec les fameux le marché du carbone, effectivement, pas confondre avec la taxe carbone. La taxe carbone c'est autre chose, c'est Macron qui l'a annulé sur le Gilets jaunes. Ça c'est le marché du carbone, c'est-à-dire faire payer les grosses entreprises polluantes. Les pollueurs-payeurs, c'est tout. Voilà, les pollueurs-payeurs. Si on pollue, mais on paye. En fait, 5 degrés, c'est la température entre une période froide et une période chaude. Donc là, on risque de les dépasser rapidement, mais ça prend des millions d'années. Donc disparition d'îles dans le Pacifique. Bon, là, effectivement, la facture économique, suivant d'autres sources, c'est plutôt 1929, plus une grave crise, plus une grave récession économique. Après, les modèles de prévision climatique risquent d'être revus totalement, puisque s'il y a une modification de la répartition des glaces au niveau du Groenland ou de l'Antarctique, à ce moment-là, la répartition des eaux est modifiée. Mais en fait, depuis 400 000 ans, la concentration de carbone n'a jamais été aussi élevée. Bon, il y a tout un tas de graphies, des livres, mais effectivement des sites web du CNES, de Météo France, de l'ESA, la NASA et la NOAA sont effectivement expliqués beaucoup de choses. Juste pour terminer, dans le film d'Al Gore, effectivement, lorsque la sonde Voyager 1, qui se trouvait déjà à 6 milliards de kilomètres de la Terre, s'est retournée, effectivement, et voici la Terre. Voici la Terre. Donc aujourd'hui, elle est à plus de 20 milliards de kilomètres. Elle a quitté l'héliopause, elle est dans le milieu interstellaire, elle a quitté le système solaire. Mais ça montre qu'effectivement, on est vraiment tout petit. Effectivement, elle était ici. Donc, en fait, on était vraiment juste un petit point dans l'univers. Je vous remercie. Oui, je t'en prie. Je vais d'abord remercier Jean pour cet exposé très dense, très riche, pas très simple.
Oui, on a parlé des conséquences des transports, notamment. Quelque chose de très culpabilisant. Mais a-t-on la proportion, par exemple, entre les transports privés et les transports publics, tels que les poids lourds, les avions, les bateaux? A-t-on aussi la proportion due à tout ce méthane qui est dégagé depuis la Sibérie? Alors pour les avions, en fait, j'ai la réponse. Alors aujourd'hui, dans le protocole, l'accord de Paris exclut, il n'y a pas de taxe carbone. En fait, c'est quelques pourcents. L'aviation, c'est quelques pourcents aujourd'hui, c'est ça qui est estimé. Oui, mais relativement au transport privé. Alors j'ai les transports, en fait, je propose qu'on revienne à la courbe là, où j'ai présenté d'après les chiffres que j'ai pu récupérer. C'est pas forcément disponible parce que ça, c'est peut-être pas. Alors attends. Voilà. Effectivement, ici, alors je n'ai pas le détail entre effectivement les poids lourds, les transports privés et l'aviation. Je pense la marine que, aussi. Pardon? Et la marine aussi. La marine. Alors, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, l'aviation, c'est mineur. Il y a un rapport récent de l'Union européenne qui propose de mettre une taxe carbone au niveau des avions. Effectivement. Et le fait de mettre une taxe carbone au niveau des avions permettrait, il y aurait 1 million de passagers par an en moins qui voyageraient. Il y a des pays comme la Suède qui commencent à culpabiliser et qui pour les distances courtes préfèrent le train, notamment pour aller au Danemark, en Norvège, etc. Ils préfèrent le train et abandonnent l'avion. Donc il y a déjà des pays comme les Pays-Bas, la Belgique et la Suède, je pense, qui ont déjà institué une taxe carbone sur le prix du billet. Donc, mais par contre, je suis désolé, j'ai pas le détail, mais... Parce qu'il semblerait, d'après ce que j'ai pu lire ou entendre, il semblerait quand même que le transport privé en automobile ne soit qu'epsilon par rapport aux navires, par exemple. Oui, alors ça je suis d'accord, oui, je suis d'accord, effectivement. Les navires sont extrêmement polluants, à la fois en termes de gaz à effet de serre, mais également pour l'environnement. Oui, parce que nous sommes tous prêts à faire des efforts, mais je crois que ce genre d'exposition, disons, avec ce manque de comparaison, est quand même très culpabilisant pour nous. Oui, mais voilà, tout à fait, je suis d'accord. Ça me déculpabilise, oui. Bonjour. Merci pour votre exposé. J'aurais une question par rapport au niveau de la mer. Sur le modèle que vous montrez, que le Lagos a calculé avec le CNES, la droite est parfaitement linéaire. Lorsqu'on regarde les modèles qui prennent les différents types les différents scénarios possibles, il y a une droite linéaire, puis ensuite il y a une montée exponentielle qui nous amène à, je crois, plus d'1 mètre en 2100, ou je ne sais pas combien là. Ouais. Et j'avais vu quelque part qu'en fait, les estimations étaient au-delà de ce qui avait été calculé pour ce modèle maximum en termes de montée des eaux. Donc je voulais savoir à quoi celui-là. C'est-à-dire que ce que j'avais entendu, c'est que ce qu'on avait comme données réalisées était en fait au-delà de l'intervalle de confiance du modèle en rouge, et que du coup il était très difficile de prévoir ce qui pouvait se passer, puisqu'on allait probablement être au-delà de ce modèle. En fait, la question qui se pose, c'est que notamment au niveau des pôles, c'est que si la surface glaciaire disparaît, à ce moment-là, l'océan emmagasine de l'énergie, mais n'est plus capable de réfléchir de l'infrarouge thermique, donc de renvoyer vers l'espace, et la mer n'est plus capable de jouer son rôle de compensation, comme le feraient les arbres dans la forêt amazonienne. Donc je pense que cet effet d'emballement a été sans doute sous-estimé. Je pense que c'est la différence majeure qu'il y a. Après, c'est une valeur moyenne. Il y a sans doute des régions du globe où l'expansion thermique sera beaucoup plus importante, notamment au niveau des régions arctiques, en Méditerranée, au niveau de l'Australie et de l'Équateur, dans ces zones-là. Mais effectivement, je pense que autant on a une bonne confiance à avoir vis-à-vis des températures, autant la montée des océans est quelque chose qui est difficilement estimable, notamment
lorsque je vous ai montré des courbes sur l'irréversibilité, la montée des océans n'ont pas tenu compte de la montée des océans. Effectivement, c'est limité dans les températures avec des chiffres énormes qui sont, je dirais, inférieurs au mètre, parce qu'ils n'ont pas tenu compte de la fonte du Groenland et de l'Antarctique. Et le modèle à données réelles que vous avez montré avec les données du LIGOS, là, et du CNES, qui était une ligne droite, c'était que sur des données actuelles, mais ça avait l'air extrêmement précis et, et très linéaire. Et ça, c'était à quelle échelle? Alors, en fait, ça c'est au niveau mondial. Ça c'est une moyenne au niveau mondial. Au niveau mondial qui a été pondéré en termes de surface au niveau des océans. Donc, en fait, ici, il y a la courbe au moins carré classique, mais après, effectivement, on constate que plus on monte vers 2019, les données réelles commencent sérieusement à s'afficher. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci pour votre exposé qui était un petit peu ardu au début. Je dois vous dire que j'ai eu un petit peu de mal au début. À mon avis, de ce que je constate, puisque la solution ne viendra ni du monde de la finance, ni du monde politique, comment est-ce qu'on va pouvoir bouger les choses? Est-ce que vous avez l'espoir que les choses vont bouger et de qui ça va venir? Je m'entends à ce type de questions, mais je suis un peu sec parce que là-dessus, effectivement, après, typiquement, lorsque l'on entend parler des Chinois ou les Indiens, ils disent oui, c'est très bien, mais vous avez vécu pendant des centaines d'années effectivement ça, donc maintenant, nous, il faudra en profiter un petit peu. Donc, les Chinois commencent à manger beaucoup de viande, la viande est très consommatrice en CO2, donc je pense qu'effectivement, le marché du carbone ne devrait pas être incitatif mais obligatoire. Des taxes carbone devraient être instituées, mais à ce moment, il faut que ça soit résolu au niveau mondial, mais à condition que tous les États se mettent d'accord, mais compte tenu des différents points de vue essentiellement liés par rapport aux États-Unis d'Amérique qui veulent préserver leur économie, qui paraît-il est florissante, qui paraît-il a très peu de chômage. Effectivement, il y a beaucoup de données, de points de vue contradictoires qui entrent en ligne de compte et qui font que nous sommes sur la trajectoire rouge, RCP 8,5. Je n'ai pas de réponse miracle, mais quand on regarde la taxe carbone, je vais préparer des choses sur la taxe carbone qui a été abandonnée, compte tenu pour d'autres raisons. Le marché du carbone qui est purement incitatif. Il faut dire que la tonne de carbone aujourd'hui est de 20 €. Pour que ce soit réellement incitatif, il faudrait qu'elle passe à 50 ou 100 €. En ce moment-là, la finance serait vraiment utile, mais je pense qu'on est très très loin. Oui, parce que là, la Chine, si j'ai bien tout compris, ils en sont quand même à construire une centrale charbon par semaine. Oui, effectivement. Donc, parce que nous, après, on nous dit faites attention à ci, faites attention à ça, mais on a l'impression que ça nous dépasse totalement, quoi. Le trafic aérien est en augmentation constante et on est à, je ne sais pas les chiffres exacts, mais effectivement la part du transport aérien, comme effectivement, je dirais, effectivement tellement prendre en compte. Oui. Quand on regarde les émissions scientifiques sur Arte, etc., il y a une hypothèse qui a été émise avec le réchauffement climatique. Il se pourrait qu'un jour le Gulf Stream disparaisse ou s'inverse. Est-ce une réalité? Alors aujourd'hui, non, pas du tout. Alors effectivement, j'ai préparé des transparents là-dessus, je les ai enlevés parce que déjà j'ai dépassé largement le temps. Mais effectivement, la réalité, ce sont des hypothèses scientifiques qui pour l'instant ne sont pas vérifiées. À savoir que c'est pour ça que nous avons besoin de satellites qui évaluent la salinité des océans. Mais aujourd'hui, cette hypothèse, par rapport aux informations nous disposons, n'est pas valide. Il me semblait avoir lu quand même dans un journal scientifique assez renommé qu'il y avait une étude qui avait montré une diminution du débit. Oui, mais voilà, oui, une diminution du débit, mais il faudrait peut-être accumuler d'autres données. Pour l'instant, je pense que les conclusions sont forcément hâtives. Comme dirait le GIEC, c'est probable, mais le GIEC est très prudent. Chaque affirmation est qualifiée de hautement probable, très probable, plausible, peu probable ou pas possible. Sinon, j'avais une question par rapport aux différents gaz en fait.
puisqu'on parle beaucoup du CO2 là, mais il y a tous ces autres gaz qui ont l'air d'avoir des effets avec des poids très différents, bien qu'ils ne soient pas forcément relâchés dans les mêmes taux que le CO2. Alors l'ozone peut avoir un effet, mais à un moment on avait un trou dans la couche d'ozone qui avait l'effet contraire, donc on se demande en fait est-ce qu'on est en déficit ou pas. Et par rapport aux autres gaz, il y a l'impact en année, mais en termes de quantité, le CO2 c'est clairement beaucoup, mais sur ces autres gaz, est-ce qu'on a des réductions ou des augmentations également qui soient massives quand vous regardez sur les radiations et tout ça? Alors, lorsque nous regardons au niveau des chiffres, ce qui est une augmentation significative, c'est le CO2, le CH4 et le CH4. Le SF6 avec la courbe de soufre, je dirais, est assez stable, et le aussi. L'ozone, je pense, est assez maîtrisé compte tenu du protocole de Montréal, qui, je dirais, vis-à-vis du gaz réfrigérant dans l'eau. Mais aujourd'hui, très certainement, l'effort est essentiellement porté sur le CO2 et le CH4, d'après l'information disponible. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si je vous ai bien compris, les causes qui expliquent le changement climatique sont extrêmement nombreuses. Il y a énormément d'interactions et il est très difficile de modéliser tout cela et de prévoir, évidemment. Beaucoup de causes dans ce changement climatique échappent totalement à l'humanité, à l'homme. Alors, parmi les causes humaines de ce changement climatique, si j'ai bien compris toujours, il y a les gaz à effet de serre. Alors, je voudrais savoir si on peut estimer de façon rationnelle, en pourcentage, l'incidence de l'action humaine avec ces gaz à effet de serre et le pourcentage de l'incidence des phénomènes naturels, nombreux et complexes. Et ma troisième et dernière question, c'est que comme aucun système libéral ou totalitaire ne pourra contraindre la totalité de l'humanité à faire ceci ou cela, ne peut-on pas penser tout simplement qu'une adaptation de l'humanité va se faire naturellement, comme ça s'est fait depuis des millions d'années, milliards d'années même, et est-ce que c'est bien légitime d'effrayer avec des modèles futurs et d'appuyer cet effroi que l'on cherche à distiller en évoquant l'urgence, puisque, si je vous ai toujours bien compris, mais il n'y a pas que vous, beaucoup de gens disent ça, c'est pas, j'ai dit vous, mais c'est tout ce qu'on peut écouter par ailleurs, c'est pas vous personnellement. Pour appuyer cet effroi que l'on cherche à distiller dans l'esprit de tout le monde, pour nous éloigner de la raison, tout simplement, on s'appuie sur l'urgence en disant que si on ne fait rien dans 10 ans, dans 15 ans, je n'ai pas tout à fait retenu le chiffre, enfin, dans très peu d'années, dans quelques dizaines d'années, on sera sur une pente, vous l'avez dit à plusieurs reprises, et pas que vous, irréversible, comme si nous sommes fichus d'avance. Voilà un peu, à la fois, ce que je voulais dire et des questions en filigrane. Alors, je vais... alors, au niveau, pour estimer, bon, les causes, clairement, c'est l'évolution du mode de vie. Alors, effectivement, quelle est la part, je comprends bien, des gaz à effet de serre, enfin des gaz, vous voulez voir la différence entre les causes anthropiques et les causes naturelles. Enfin, alors, il faut savoir que les causes anthropiques sont prépondérantes en termes de forçage positif, puisqu'effectivement, il y a eu pendant le passé effectivement de la Terre effectivement des périodes où le CO2 était extrêmement élevé, mais notamment je crois que des niveaux, mais effectivement après l'équilibre thermique, il y a eu des périodes glaciaires qui ont mené la Terre à la configuration que nous connaissons aujourd'hui. Mais les autres causes naturelles, ce serait la variabilité de la constante solaire.
puisqu'on voit bien que c'est un problème de rayonnement. Or, nous constatons que depuis, par rapport à la connaissance que nous avons du comportement du Soleil, le Soleil varie très peu. Donc, il ne faut pas chercher de cause dans la variabilité de la constante solaire. Les forçages négatifs sont liés essentiellement aux éruptions volcaniques. Et par contre, c'est de périodes assez courtes, puisque ça peut durer quelques mois à 1 ou 2 ans maximum. Après, notamment le Pinatubo, ça c'est dans les années au XXe siècle. Au XIXe siècle, le fameux volcan en Indonésie qui a explosé et qui, en 1856 notamment, où les aérosols ont fait le tour de la Terre et ont privé l'humanité du Soleil, une bonne partie de l'humanité du Soleil pendant 1 ou 2 ans facilement. Après, quels sont les pourcentages votre question, c'est pourcentage par rapport à quoi? Si on peut exprimer en pourcentage ou en chiffres l'incidence uniquement des gaz à effet de serre, parce que c'est là que l'homme peut réagir le plus vite, et en pourcentage, tous les autres facteurs, ceux qui ont un rayonnement positif ou négatif. Est-ce que c'est 1% ou 10% des gaz à effet de serre qui modifient le climat, ou est-ce que c'est 80% des gaz à effet de serre qui modifient le climat? Bon, c'est pas compliqué. Vous prenez le bilan de 2011. Le bilan de 2011, le total anthropique, en tenant compte, enfin le total, je dirais, tout compris. En réalité, l'expression total anthropique, en réalité, est fausse. En réalité, ce serait le total, ce serait le grand total, et légèrement inférieur, c'est 2,3 watts. Et vous voyez que le CO2 est de 1,6. Le CH4 est tout à fait de 1. Enfin, le CH4 et les autres gaz à effet de serre, tout compris. Donc, en fait, vous voyez bien que après, effectivement, moi je dirais effectivement, grosso modo, il faudrait faire la pondération des calculs, mais c'est dans les 75%. Dans les 75%, les 3 quarts. Si vous basez uniquement sur le forçage radiatif, en comparant les GES et les forçages négatifs, vous voyez bien que c'est 75%. Et vous voyez bien que le CO2 et les autres gaz sont bien dus à notre activité à nous. Et ça n'a rien de naturel. C'est absolument pas de naturel. 75-80% de la situation actuelle, et je dirais, est due à notre mode de vie. Même je dirais beaucoup plus, même je dirais beaucoup plus. Puisqu'en fait, si vous parlez d'activité, je dirais, influençant directement le climat, c'est cela, votre question? Oui, oui. Alors, à partir de là, bon, je dirais c'est 95%. 100%. Et est-ce qu'on étudie le fait qu'il y a un réchauffement? Est-ce que ce réchauffement, si on est dans un système complexe, d'évolution presque aléatoire, est-ce que ce réchauffement va inclure les autres facteurs? Alors justement, c'est qu'en fait, on est dans une boucle un petit peu, juste à la question précédente sur l'élévation au niveau de la mer. Plus un degré d'élévation, ça veut dire plus 7% d'humidité. Plus 7% d'humidité, ça veut dire augmentation du cyclone. Effectivement, c'est parce que pour l'entretien de carburant d'un cyclone, c'est la température de mer et l'humidité. Effectivement, donc ça c'est effectivement l'augmentation, mécaniquement, l'augmentation au niveau de la mer va accroître la fréquence des cyclones, leur intensité. Deuxièmement, va fondre la glace du point Nord et on aura un effet d'emballement qui apparemment a été plus ou moins bien estimé pour mesurer la hauteur finale résultante du niveau de la mer. Donc on est dans un effet d'emballement. Votre question c'est exactement... Oui, moi je dirais que c'est quasiment 100%, c'est 95, 100% effectivement ainsi de reconstituer les éléments. Nous voyons bien que nous sommes dans un effet d'emballement et le méthane qui arrive, voilà, c'est ce que je voulais souligner, le méthane qui arrive en Sibérie et qui crée des désordres totalement inattendus est dû à la fonte du permafrost. Lequel permafrost libère des zones qui étaient traditionnellement gelées en été, qui deviennent des zones humides et typiques d'émissions de méthane en été.
Et donc à partir de là, on essaie de faire des emballements à la fois pour la réjection du méthane et pour l'élévation au niveau de la mer, au niveau de l'Arctique. Cet effet d'emballement est toujours, d'après ce que j'ai compris par rapport à la discussion que j'ai avec d'autres spécialistes, est toujours compliqué à prédire. Donc très certainement, les coûts du GIEC en termes d'élévation au niveau de la mer ou autre sont sans doute sous-évalués. Mais par contre, il y a une bonne évaluation, je pense, au niveau de la fourchette requise, le RCP 8,5 jusqu'à au-delà de 4,5 degrés. Je pense que c'est extrêmement... Dans une fourchette de... Bon, non, c'est juste avant. On a une fourchette de, je crois, 4,5 degrés. 3, 5, 4,5 degrés. En termes d'adaptation, si je peux le permettre, déjà, la fin de la dernière période glaciaire, c'était déjà sur la colonisation des plantes et des surfaces du nord. C'est les humains qui se mettent à l'agriculture, c'est des changements gigantesques de l'organisation